Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir, épisode 23, en compagnie de mes drôles de dames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous en ce mercredi soir? Très bien. Ça va très bien. Eh ben écoutez, ce soir on reçoit donc Johanna Gustafsson. Donc là effectivement, comme on dit, quand une Marseillaise d'origine catalane quitte sa Provence natale pour aller s'installer sur la côte glacée de la côte ouest suédoise, ça promet effectivement des thrillers très glaçants. Tu confirmes, Sonia? Ah ouais, complètement. Donc on la reçoit ce soir pour venir nous présenter donc Les Morsures du silence aux éditions Calman Lévy Noir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre, Sonia? C'est un thriller psychologique et franchement, tout ce qui était psychologie des protagonistes, super intéressant. Et ça faisait un petit peu froid dans le dos quand même. Eh ben Sans, écoute, en termes, voilà. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre ma chapka, tiens. On avait dit que effectivement, j'avais on la va. mettre. Ah ben écoute, en tout cas, nous t'écouterons dans quelques instants et puis nous aurons bien évidemment l'extrait de Marie Méran où là aussi l'extrait nous plonge bien dans l'univers du livre. Hein, Sonia, tu connais le Ouais. passage, donc on aura l'occasion d'écouter dans quelques instants. Et puis bien entendu, Séraphine Matin qui va nous passer notre chère amie Johanna sur le grill, comme on dit. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Johanna? Et sur le grill pour un polar nordique, c'est sympathique, Ah, quoi. Mais c'est bien justement, je trouve trouvé. que mais le contraste va bien parce que justement, enfin, quand tu vois Johanna qui est lumineuse, qui est douce, qui est adorable, tu as du mal à imaginer qu'elle puisse écrire enfin, une psychologie aussi angoissante et terrible. Donc, j'aimerais bien comprendre le contraste. J'aimerais bien en savoir plus et comprendre comment elle fait. Eh ben, nous t'écouterons encore aussi dans quelques instants concernant le portrait donc de Johanna. Et puis je rappelle bien entendu que vous pouvez retrouver toutes les émissions et toutes les rediffusions sur la page YouTube en flashant ce QR code, donc tous les mercredis et le vendredi à 19h30. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et je tiens aussi à vous préciser que ce soir, Calman Lévy a accepté d'offrir un exemplaire, donc celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à l'émission, posez vos questions, dites bonjour, posez une question à Johanna. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Tirage au sort en fin d'émission. Et tout de suite, on reçoit Johanna. Bonsoir Johanna. Bonsoir, depuis la R- Suède. Eh ben écoute, ravi de te retrouver. Donc on l'a dit pour parler donc de ce livre, Les Morsures du silence aux éditions Calman Lévy. Donc je suis ravi de te recevoir ce soir et doublement ravi puisque comme on le disait en off, tu étais venu en 2020 pendant le confinement dans cette émission et à l'époque il n'y avait pas de chroniqueur, il n'y avait pas d'animateur. Tu étais toute seule face à la caméra, on posait les questions à travers l'écran et je t'avais fait une promesse, tu reviendras, je serai avec toi et accompagné, tu vois, promesse tenue. Donc je suis doublement ravi de te recevoir ce soir. Mais je Voilà. suis ravie d'être là, ravie. Bah merci à toi. Donc tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Voilà, le but du jeu c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire, bah voilà, même si on sait qui tu es, bah, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tout à fait. Eh bien moi, comme mon accent me trahit ou le suppose, je dirais, je suis marseillaise de naissance. J'ai grandi entre Aubagne et Aix-en-Provence, où j'ai fait des études. Et eh bien, je dirais que l'amour m'a vu m'exiler au Royaume-Uni tout d'abord, où mes 3 fils sont nés. Et puis là, je vis en Suède et mon nom n'est pas un nom de plume, c'est mon nom de femme mariée puisque je suis mariée à un Suédois et c'est pour ça que nous sommes venus ici habiter sur cette île. J'écris, depuis alors j'étais journaliste avant et j'écris depuis, 2015. Mon premier roman, Bloc 46 a été publié à cette époque-là et puis, voilà, depuis, ce premier roman qui a rencontré un grand succès à l'international, eh bien, je ne suis plus journaliste et j'ai la chance de me consacrer, à l'écriture. Maintenant, mes romans, sont traduits dans plus de 40 pays, 20 et quelques langues, donc ça semble complètement surréaliste de le dire comme ça et voilà et donc là, on parle, du roman, enfin mon dernier roman, c'est Les Morsures du silence, qui est sorti, il y a pas si longtemps, c'était le 8 janvier, heu et qui, met en scène beaucoup de thèmes chers à mon cœur, mais aussi cette île sur laquelle je vis, l'île de Lidingö. Voilà.
Eh bien, écoute, merci à toi pour cette présentation, hein. On aura l'occasion de parler plus longuement de ce livre dans quelques instants. Mais il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. Redactive Édition, qu'on connaît bien, dont on en parlait, hein, maison d'édition basée à Ouais. Rousset, hein, donc, qui est venue et qui a été présentée sur l'ensemble du mois de février, qui nous demande comment et pourquoi êtes-vous devenue autrice? Alors, je dirais que la première graine a été plantée par un travail journalistique, c'est-à-dire que on en parlait, justement juste avant que l'émission commence. Moi, j'ai commencé à écrire parce que Laetitia Milot, qui est bien connue dans le sud, hein, puisqu'elle y habite elle-même, que j'avais rencontrée en tant que journaliste. J'avais fait un reportage sur elle pour, Télépoche et on avait sympathisé immédiatement et donc je rêvais d'écrire, mais j'avais envie de raconter des histoires. Voilà, j'ai toujours été une grande lectrice mais je ne savais pas comment faire pour être publiée. On sait combien c'est difficile. Et à l'époque, donc j'étais journaliste et j'avais une amie qui m'avait dit: «Mais tu sais, si tu veux mettre, disons, si tu veux être, publiée, essaie de mettre un pied, dans une maison d'édition». Elle me dit: «Pourquoi tu écris pas la bio d'une célébrité?» puisque moi j'étais spécialiste je faisais beaucoup d'interviews en tant que journaliste parce que je parle 3 langues couramment et donc, eh bien, j'ai proposé à Laetitia en lui disant, la vérité, ça c'est un de mes grands traits, je suis toujours, très honnête, donc je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais beaucoup écrire. Voilà, je me dis que je pourrais écrire la bio de quelqu'un et toi je t'aime beaucoup, donc je pense qu'il y a plein de belles choses à dire et qui pourraient vraiment parler à plein de monde». Et elle m'a dit: «Bah, écoute, moi, j'ai envie de parler de ces choses-là, mais avec toi. On me l'a déjà proposé et avec toi, je me sens en confiance». Et donc on a publié Je voulais te dire, qui est paru en 2010 sous une forme de journal. On abordait des thèmes et le livre a été un best-seller et donc 2 ans plus tard, avec Laetitia, on a renouvelé cette collaboration-là, mais pour écrire un roman noir. Parce que le but de Laetitia, c'était en fait, de changer son image de serveuse du Mistral. Elle avait envie qu'on la prenne au sérieux et donc que ce livre soit ensuite adapté et on a eu cette chance incroyable que, les droits soient achetés et que ce soit adapté sur TF1 et moi, par ce biais-là, ça a été pardon, publié chez Fayard Noir et du coup, j'ai rencontré Lila Sewald qui était l'éditrice, la directrice de collection et l'éditrice, chez Fayard Noir et qui, en fait, m'a dit, pour la petite anecdote, elle m'a dit, enfin, c'est une anecdote, mais une anecdote triste. Elle m'appelle et elle me dit: «Je vois qu'on a quelque chose en commun, Johanna». Je dis: «Ah bon?» Et elle me dit: «Eh ben, je viens de perdre mon papa et je crois que tu as perdu un parent». Et donc je lui dis: «Non, mon Dieu, je suis désolée, pas du tout. Enfin, désolée pour ton papa, mais pas du tout». Et je lui dis: «Mais qu'est-ce qui t'a fait croire ça?» Elle me dit: «Mon Dieu, mais c'est ce que tu» parce que dans ce livre-là, le personnage principal vient de perdre sa maman d'un cancer et c'est la quête du père, en fait, dans ce livre-là. Et elle me dit: «C'est la manière dont tu parles du deuil, de la brutalité d'une mort violente». Elle me dit: J'étais persuadée que tu l'avais vécu». Et donc à la suite de ça, elle m'a dit, Lila, elle m'a dit: «Je veux à tout prix t'éditer toi, seule». Voilà. Et donc en fait, Lila, à cette époque-là, j'étais enceinte de mon premier enfant et c'était une grossesse compliquée et du coup, elle est venue, je ne pouvais pas voyager et elle est venue sur Londres passer une semaine avec moi pour discuter, de mon avenir et puis pour me mettre sur les rails de ce qu'allait devenir, Bloc 46. Voilà. Donc je dirais c'est l'histoire. Eh ben merci Rédactive pour cette question. Et tu viens d'en parler, Bloc 46, hein, qui était le premier tome donc d'une trilogie. Bon, pour l'instant c'est une trilogie, mais on espère avoir des suites. Qui lui était donc le premier tome donc des enquêtrices Roy et Castells, si je me souviens bien, qui sont deux enquêtrices, Ah, et qui se passait sur fond de Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous en parler? ouais. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans mes livres, que comment dire? Que je pioche, que je vais creuser dans mon histoire familiale. C'est vrai qu'il est assez riche en même temps. Mon grand-père, paternel, Simon Lagunas, est un héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sculpteur sur bois. Il y a une avenue qui porte son nom d'ailleurs, dans la ville d'Aubagne, où j'ai grandi
Et mon grand-père, qui était engagé dans les brigades internationales pour aller se battre contre le franquisme pendant la guerre civile espagnole, ensuite s'est engagé dans la résistance française. Et donc, en fait, c'est une grande figure de la libération du camp de Buchenwald, puisque c'est un des organisateurs de cette libération-là. Et c'est vrai que c'était par contre quelqu'un qui n'a pas été un bon père, ni un bon grand-père pour moi. Et donc, ça a toujours été un mystère pour moi. Comment était-ce possible qu'un si grand humanisme, un si grand humaniste, un héros de guerre, quelqu'un qui a sauvé l'humanité, en fait, sauvé l'Europe, s'est battu pour la paix, 2 fois en plus, n'arrivait pas en fait ou n'arrivait pas à démontrer l'amour, les liens qu'il pouvait avoir avec son fils, donc mon père et puis avec moi-même. Et c'est vrai que j'avais besoin de creuser et de comprendre ce que et donc en fait, j'ai eu envie d'écrire de parler de la Seconde Guerre mondiale, du camp de Buchenwald. Alors moi, je suis pas une historienne, je suis, je dirais, une raconteuse d'histoire. Donc d'écrire un thriller historique, pour moi, c'était, je dirais, le juste milieu, entre, mon désir de, mmh, de soutenir, le devoir de mémoire et mon désir, et bien de raconteuse d'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ça c'était le premier tome. Et ensuite, il y a eu ce qu'on Tout à appelle, fait. dirait, Meurt ou Mort pour Ouais, en français, ouais, qui lui, par contre, était sur fond de Jacques Léventreur, donc en période c'est ça. victorienne, hein, c'est ça qu'on dit, hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux C'est nous en ça. parler de lui? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est donc dans cette trilogie Royer Castells, il y a toujours ce fond-là où je vais piocher. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'origine du mal. C'est-à-dire que la psychogénéalogie, qui donc regarde en fait la vie et de nos ancêtres et les non-dits et les traumatismes pour expliquer ce que nous devenons aujourd'hui, en fait. Et je trouve ça absolument fascinant. Et c'est devenu un peu mon terrain d'écriture. Et donc, en fait, dans Meurs, j'ai découvert, alors je m'étais promis de ne jamais écrire sur Jack l'Éventreur parce que tout le monde avait écrit sur Jack et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je vais apporter de plus?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'une des victimes de Jack, en fait, était suédoise et elle habitait et elle était originaire d'un petit village qui était non loin de celui, en fait, de la ville de Falkenberg, qui est là où se passe en partie ma trilogie. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment un signe. Alors il faut que je parle, non pas de Jack, mais de ses victimes, de la condition féminine, dans l'Angleterre victorienne qui était absolument horrifique et de ces femmes sans visage». Parce que bon, les ripérologues, ils connaissent, ben, les 5 victimes canoniques et puis toutes les autres femmes, mais nous, le public, on connaît Jack l'Éventreur. Et donc je me suis dit: «Ben, voilà, avec la féministe que je suis, je vais parler des victimes». Et donc je me suis plongée, eh bien, dans, le Londres de Jack l'Éventreur avec mes personnages, voilà. Tout en me raccrochant à l'histoire comme j'adore le faire, tout en et je veux aussi, enfin, vraiment préciser que tout ce qui est historique dans mes livres sont des faits, parce que je fais des recherches monumentales, vérifiés et que je n'altère pas ces faits. Voilà, je peux leur Hmm. rajouter à une victime un ami ou une amie qui est totalement, fictif ou fictive, mais par contre, je respecte l'histoire, voilà, je dirais, à la minute près. Voilà. D'accord. Alors, juste petite parenthèse, il y a un invité qui est là, qui nous regarde, Jérôme Loubry, qu'on salue, qui nous dit: cette femme n'est pas une vraie Marseillaise, elle supporte le PSG. C'est pas vrai, je supporte pas le PSG, mon GG. Merci Jérôme de passer, merci à toi, j'espère que tu vas bien. Un auteur aussi à découvrir, hein, qui est dans la même maison que toi, hein, Jérôme Loubry, hein, pour son roman Tout à L'île, fait. qui est venu nous le présenter il y a quelques jours de ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, on le rappelle, hein, l'émission, hein, donc sur la page YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30 en flashant ce QR code. Donc on a parlé du tome 2, mais il y avait aussi le tome 3, voilà, où Mmh. donc là c'était 100, c'est celui-ci que tu étais venu présenter dans l'émission, qui Tout à lui se fait. passe sur fond de guerre civile espagnole. Et là encore une fois, tu faisais référence à ton grand-père.
Exactement. Et là, pour moi, en fait, l'Espagne, on rejoint, en fait, je dirais mes 2 familles, puisque donc, ce grand-père dont je parlais, qui s'est battu, en fait, en tant que, résistant, là aussi, dans les brigades internationales, et donc œuvré pour la République. Hem, mon grand-père maternel, en fait, est né à Barcelone. Et donc lui, qui était un peu plus jeune, il avait 12 ans au moment de la guerre civile, me racontait les histoires quand j'étais enfant. On parlait, espagnol tous les 2 et il me racontait en fait, qu'avec sa mère, il devait aller se cacher la nuit dans le métro avec leur matelas. Ils roulaient, plutôt leur paillasse et allaient se dormir dans le métro pour éviter les bombes ou pour être, en fait, à l'abri. Et donc, j'avais une grande envie, même encore plus que de parler de Buchenwald, de parler vraiment de cet héritage espagnol, de cette, du pacte du silence, en fait, parce qu'on connaît très peu tout ce qui s'est passé pendant toutes les années du franquisme. Franco est resté au pouvoir 36 ans et donc là, je me suis plongée, bien, dans l'héritage du franquisme aussi, donc dans les enfants de républicains qui ont été, bien, volés. C'est des enfants qui ont été volés, qui ont été enfermés dans des orphelinats et qu'on a arrachés à leur famille. Hem Le livre est inspiré d'une histoire vraie de sœurs séparées et qui se sont retrouvées, enfin d'enfants, c'était pas des sœurs, non, qui se sont retrouvées en fait, dans un pays étranger, en fait, pas si loin l'une de l'autre sans le savoir. Voilà, donc voilà. Et toujours avec évidemment Roy et Castells qui sont là, pour tisser ces liens entre passé et présent. Bah, écoute, merci à toi en tout cas, hein. Donc on le rappelle, il y avait le premier tome donc qui était donc bloc 46, suivi du deuxième qui était Mort, et ensuite le troisième Sang. Les couvertures étaient comme suffisamment belles, hein. Franchement, je sais pas si Ah c'était ouais. toi ou c'était Camélie, mais on sent quand même que ça rappelle le premier, le deuxième, on reconnaît comme les Ouais. couvertures, il y a comme une charte. C'était Kalman Levy qui les avait fait? Non, c'était Brajlon à l'époque. Là, il y a le livre de poche en fait pour les 10 ans parce que c'est les 10 ans de Bloc 46 et donc ils publient de nouveau toute la trilogie. Donc Bloc 46 est ressorti là en janvier pour les 10 ans. Mort, ressort à la fin de l'année au mois d'octobre et puis 100 ressortira en 2026. Voilà, donc en fait, avec des couvertures qui reprennent l'esprit, de celles qui avaient été créées pour Brajlon, en fait. Donc moi D'accord. j'adore ces couvertures-là. Je trouve qu'elles parlent vraiment du livre en plus, donc Et oui, puis elles sont vraiment magnifiques. Et il y avait une question effectivement de Sonia Robinard en coulisses, mais tu viens partiellement d'y répondre, savoir si la trilogie est encore disponible à la vente en librairie. Tu viens d'y répondre que oui. Voilà, chère Sonia. Donc tu as encore des livres à lire, Sonia. On en parlera dans quelques instants. Pas mal de questions. Donc bon, Jérôme Loubry qui supporte le PSG, on l'a vu. Mais d'ailleurs, Paris joue ce soir en plus, je crois, contre Liverpool. Merci quand même de passer nous voir, Jérôme, parce que je crois que lui aussi soutient le PSG. Ricard Frédéric qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit: Johanna, à part écrire des thrillers, pourriez-vous écrire sur d'autres thèmes? alors j'adorerais écrire sur d'autres thèmes. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi je rêve d'écrire l'histoire de ma famille. C'est vraiment, je demande à ma maman depuis un moment d'enregistrer en fait, ses souvenirs, parce que bon, donc mon grand-père maternel, a émigré en France, peu après, je dirais la guerre civile espagnole avec sa maman. Sa maman était espagnole, son papa était français. Et mon grand-père paternel, c'était son père à lui qui était espagnol, qui s'appelait Julián Lagunas. Donc j'adorerais parler, de de cette saga familiale, en fait, entre l'Espagne et la France, traverser les siècles. Ma famille, en plus, était très pauvre, au début. Enfin, je veux dire, il y a, et puis la merveilleuse histoire d'amour de mes parents. Hem, donc voilà, je rêve d'avoir le temps, mais ça viendra quand je serai, je pense, plus vieille, quand les enfants, seront un peu plus indépendants et que je pourrai, vraiment faire ça, je dirais en parallèle parce que c'est un projet vraiment sur le long cours. Donc oui, D'accord. j'adorerais écrire ça, ouais.
Ben justement, il y a une question intéressante qui fait un peu la transition de Laurent Alain, qu'on salue, bonsoir, qui nous dit sur des sujets aussi graves et importants, guerre, famille, meurtre, qu'avez-vous trouvé le plus difficile à écrire? Ce qui a été pour moi le plus douloureux, en fait, et c'est la première fois que ça m'est arrivé, et pourtant Dieu sait que Bloc 46, je suis allée dans les minutes du procès de Nuremberg, ça a été vraiment effroyable, horrible de lire ce que j'ai lu, parce que ce que j'ai mis dans le livre, ce sont vraiment, et pourtant les passages sur l'écran sont difficiles à lire, mais c'est ce qui était le plus, pas édulcoré puisque ça existait, mais je dirais le moins insupportable. Hem, mais en fait, lorsque j'ai fait mes recherches pour, justement, 100, et que j'ai lu, bah, tous ces témoignages dans les écoles, dans les orphelinats, où il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de viols, hem et les prisons pour femmes. Voilà, les prisons pour femmes, j'ai lu des témoignages, alors des livres qui étaient très, très difficiles à obtenir. Il y a même un livre en catalan que je ne trouvais plus et que j'ai j'ai obtenu une traduction d'extrait en anglais, enfin, et en lisant les enfants arrachés à leur mère, les enfants qui regardaient leur, mère se faire exécuter par un peloton d'exécution, je me souviens en écrivant, une scène dans le livre dans 100, j'étais en larmes, mais en sanglots. C'est-à-dire que j'écrivais la nuit, quand mes enfants étaient couchés, il était 2 heures et quelques du matin. Je n'oublierai jamais, j'étais à la table de la cuisine et à Londres à ce moment-là, et j'étais mais en sanglots parce que je savais que l'histoire que j'écrivais avait eu lieu. Voilà, que mon personnage, mes personnages, enfin, en tant que tels n'existaient pas, mais que leur essence et leur histoire avaient vraiment existé quelque part. Et c'est ça qui a été pour moi le plus, enfin, d'une violence incroyable, et de savoir qu'en plus, il n'y a pas eu de procès Nuremberg, pour, la guerre civile espagnole. Il y a eu un pacte du silence, et que donc il y a toutes ces victimes qui sont là encore et qui n'ont pas été, enfin leurs familles, et qui n'ont pas été, comment dire? Il n'y a pas de pour elles, pour les victimes de la guerre civile espagnole, il n'y a pas eu de, comment dire? Hem, oui, disons que l'héritage de Franco, est toujours là, il est toujours célébré, par certains, et Hmm. hem et je trouve ça horrible. Donc voilà, ça a été ça pour moi qui a été le plus difficile, vraiment. Bah, écoute, merci. Il y a pas mal de questions qui arrivent hein, sur ce que tu arrives. Hein. Donc, on le rappelle quand même que tu es avec nous ce soir et on en parlera dans quelques instants pour parler de ce livre Les morsures du silence aux éditions Calman Lévy, dont je rappelle qu'il y a un exemplaire à gagner. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais il y a Miss Nikita qui est avec nous qui demande est-ce que tu as déjà visité un camp de concentration? Non, je n'ai pas visité de camp de concentration, enfin, marrant cette question, c'est qu'avec mon papa, on avait prévu, par 2 fois. Alors une fois, bon, parce que j'étais enceinte et qu'il y a eu des complications et je n'ai pas pu y aller, et la deuxième fois, c'est mon papa qui a eu des soucis de santé, donc on n'a pas pu, et là, mes parents me rendent visite en ce moment en Suède, et on s'est dit avec mon papa: «Je voudrais vraiment», enfin, on voudrait vraiment y aller cette année. C'est D'accord. vraiment le moment, de voilà, là, on sent que voilà, je peux m'organiser avec mes 3 enfants et que c'est vraiment le moment d'y aller, et hem et on sait que ça va être un mon papa y est déjà allé, il avait fait ça avec mon grand-père, donc avec son père, hein. Je sais que ça va être un voyage éprouvant, mais c'est un voyage nécessaire. C'est un voyage nécessaire, hem et pour moi, c'est marcher sur les traces de mon histoire familiale, pas seulement l'histoire, européenne, et c'est l'histoire familiale. Voilà, Hmm. parce que voilà, parce que, je dirais que ce qu'a vécu mon grand-père, c'est le ciment de notre famille, voilà. Il est Ouais, devenu l'homme d'accord. qu'il est devenu par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, Bien sûr. mais on ne fera que Buchenwald, voilà. Voilà, pas d'Auschwitz ou pour l'instant, voilà. D'accord, bah merci à toi. Donc on rappelle, tu es né à Saint-Loup, tu as grandi à Aubagne, tu as fait tes études à Aix, tu as vécu à Londres, en Belgique, tu es maintenant en Suède. Ce qui fait que Dominique pose la question, la langue suédoise, pardon, est-elle difficile à apprendre et est-ce que tu te sens d'écrire dans cette langue?
Peut-être Oh que là c'est là, mon déjà fait. suédois, ah non, non, mon Dieu, mon suédois est terrible. En fait, c'est rigolo parce que donc moi, je suis trilingue, donc français, espagnol, anglais. Et je viens d'écrire un livre directement en anglais, donc je me traduis pas du tout en anglais, mais je viens d'en écrire un directement en anglais qui va sortir là, enfin qui sort dans quelques semaines, d'abord au Royaume-Uni, 6 mois plus tard aux US et en 2026 en France. Et hem et donc en arrivant en Suède, puisque c'était une installation qui n'était pas du tout prévue, hein, on devait retourner dans le sud et avec Brexit Covid, mon mari a dû se rapprocher en fait de ses employeurs. Donc au lieu d'aller emménager, du côté de Marseille ou d'Aix, bah, je me suis retrouvée en 2 mois, en 2021, il a fallu tout changer et puis partir dans le Grand Nord. Et moi je m'étais dit: «Oh le suédois, ça fait un moment que je l'entends de manière passive, donc je vais l'apprendre en 2 temps, 3 mouvements» et donc j'ai une amie qui donne des cours aux expatriés. J'ai payé des cours intensifs parce que j'ai dit: «Si je te paye pas, tu me verras jamais». Ben, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que j'ai on a dû faire 3 leçons ensemble, en fait. Et en fait, depuis que j'ai emménagé ici, je travaille tout le temps. C'est-à-dire que les livres marchent super bien, j'ai plein de projets et donc je me retrouve à, bah, m'occuper de mes fils évidemment et ça, c'est très important pour moi. Et après en soirée, je travaille. Je travaille ou je voyage. Voilà, j'ai des tournées qui sont, tout autour, enfin, c'est mondial, donc c'est colossal en termes de temps. Et du coup, donc j'ai une connaissance du suédois, donc je peux aller faire mes courses, je peux, assister à la réunion parents-prof, faire lire mes enfants, ben voilà. Mais alors de là à l'écrire ou même le parler, donc les gens me parlent suédois et moi je réponds en anglais, donc mais pas du tout. Donc ça, c'est mon but, mais ça fait, 3 ans que je le dis et en fait, et il y a aussi cette chose-là, qui est très spéciale, c'est qu'en vivant à l'étranger, il faut et comme la langue à la maison, c'est l'anglais, c'est-à-dire que bon, moi je parle, français à mes enfants, mais avec mon mari, je parle en anglais. Et avec la personne avec qui je travaille, bah, pour le livre en anglais, évidemment, je parle en anglais. Donc moi, maintenir mon niveau de français est extrêmement important. Donc je passe beaucoup de temps à écouter des livres en français, à écouter la radio, des podcasts à lire évidemment en français. C'est comme un peu du sport pour moi, c'est nécessaire parce Ah que oui. ça m'angoisse en fait, ça m'angoisse, c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est ma peur, c'est de perdre ma langue maternelle. Ce qui n'est pas je veux dire, c'est pas possible, mais c'est mon angoisse, donc je me laisse être angoissée et puis, voilà. Et du coup, évidemment, je n'ai plus de temps pour le suédois. Voilà, Mm. Mais ce qui est rassurant, quel c'est que tu gardes dommage. encore ton accent marseillais, comme on le disait. Donc Oh c'est mon rassurant. Dieu! Bien sûr, j'y tiens, Ah bah c'est je m'y important, bien accroche. sûr. Eh ben, merci à toi. Donc, tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre. Là, c'est encore un thriller bien glaçant. Les morsures du silence aux éditions Kalman Levy, dont on va avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais est-ce que tu peux nous présenter ce livre? Parce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle. On rappelle qu'il y a un exemplaire à gagner ce soir et qu'il est là. Il a déjà plus de 300 000 lecteurs. On peut déjà parler de best-seller. Tu l'as dit, il est sorti le 8 Mmh. janvier 2025. Donc là, il y a très peu de temps. Donc encore une fois, merci à toi, puisque c'est le début de la tournée de promotion, de prendre le temps de venir chez nous. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben là, je vous emmène sur l'île où je vis et en fait, il y a une commissaire française qui s'est installée, en fait, qui a pris un congé sabbatique et qui s'est installée, sur, l'île de Lidingö, là où c'est en fait dans la maison, qui appartient à son mari, où il a grandi. Et en fait, elle va se retrouver, ben, mêlée malgré elle, et à enquêter sur une affaire, sur un meurtre qui vient d'arriver. Il y a un jeune garçon et je fais ce signe-là parce que c'est juste derrière chez moi, qui est retrouvé c'est rigolo et qui est retrouvé en fait qui est retrouvé, mort, assassiné dans des bois qui sont juste à côté d'une école maternelle. Et il est vêtu de l'aube de la Sainte Lucie, en fait, ce jeune garçon. Et la Sainte Lucie, donc c'est une fête qui est célébrée, c'est la fête de la lumière, célébrée en Suède, le 13 décembre. Et en fait, son corps, en fait, je dirais, est mis en scène à l'image d'un meurtre, qui a eu lieu 23 ans plus tôt et pour lequel, un jeune garçon de 16 ans à l'époque avait été arrêté et a passé 23 ans, en prison à clamer son innocence.
Donc en fait, Maya Rennes, cette commissaire française va se retrouver à enquêter avec le commissaire, suédois Alexander Storm qui lui aussi vit sur Lidingö, hem, pour démêler, eh bien, voilà les fils de cette affaire et de ce mystère. Voilà. Eh ben, écoute, un livre à lire, à découvrir. On va avoir la chronique de Sonia. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Sonia Robinard, parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire. Ma chère Sonia, donc tu es avec nous, comme on l'a dit, pour faire la chronique donc de ce livre Les Morsures du silence aux éditions Kalman Levy. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur l'univers de Johanna, là, toi qui l'écoutes depuis tout à l'heure? J'adorais, déjà, c'est mon domaine de prédilection, les thrillers. Et là, franchement, on est plongé dedans dès la première page, en fait. On plonge, mais direct dedans. Et d'un coup, on a les frissons qui arrivent. Et puis, on essaye, en même temps que la lecture avance, on essaye de trouver qui peut faire ça. Et comme je le dis dans ma chronique, de toute façon, on passe par tous les protagonistes, on peut les imaginer être le tueur, en fait. Et à la fin, en fait, c'est pas ça du tout. Eh ben, on va t'écouter dans quelques secondes, mais je tiens aussi à te féliciter, chère Johanna, puisqu'effectivement, il est en sélection pour le prix Maison de la Presse. Donc, tu fais partie des 12 finalistes. Donc, on le voit sur cette image, effectivement, où tu as comme de très grands noms qui sont à tes côtés. Donc, encore une fois, merci à toi de prendre le temps de venir en parler avec nous. Et d'ailleurs, on va écouter donc la chronique de Sonia. Sonia, nous t'écoutons. Je me prépare. Ah, bah tiens. C'est froid. Alors, en Suède, le corps sans vie d'un jeune adolescent est retrouvé le traditionnel. C'est le commissaire Alexander Storm qui l'a découvert lors d'un footing matinal. Il va devoir gérer l'enquête, mais également les mois que cela va créer dans cette bourgade, car il y a plus de 20 ans de cela, le corps d'une jeune fille a été retrouvé dans les mêmes circonstances, mais surtout avec la même tenue, celle de Sainte-Lucie. Les deux meurtres ont-ils un lien? Alors qu'Alex enquête, Maya, policière française, qui se trouve ici pendant un congé sabbatique suite à un drame personnel, va l'aider dans ses recherches. Son aide va être la bienvenue, surtout que quelques jours plus tard, un autre adolescent est retrouvé mort également. Les deux jeunes garçons se connaissaient-ils? L'enquête avance doucement mais sûrement. Alex et Maya se complètent et s'épaulent mutuellement. Ils sont persuadés que tout a un lien, que le passé revient hanter cette petite ville et surtout ses habitants. Mais quand un troisième cadavre est découvert, tout est remis en question. Ce n'est pas une jeune fille, ce n'est pas un adolescent, mais c'est un homme d'une quarantaine d'années et un cardiologue de surcroît. Le cerveau en ébullition, ils devront trouver le petit fil quasi invisible, afin de tirer dessus et de dérouler une bobine pleine de surprises, de faits inattendus, mais surtout de révélations terrifiantes. Sainte-Lucie se venge-t-elle, ou aide-t-elle les enquêteurs à se mettre sur la bonne route, afin qu'ils ne dérapent pas sur une plaque de verglas et qu'ils ne finissent pas sur le bas-côté, à l'opposé de leur trajectoire. C'est une enquête passionnante et terrifiante que nous livre Johanna, ou comment un passé tragique peut ressurgir sans prévenir. Un thriller psychologique de haut niveau qui nous plonge dans la même noirceur que ce pays nordique. Des éléments qui nous impliquent et qui nous font nous retourner les méninges. Personnellement, j'ai vu dans les protagonistes plusieurs suspects. J'ai vu également, mais c'est vraiment à la toute fin que j'ai mis le doigt dessus. J'ai adoré le côté psychologique qu'a su mettre en avant Johanna. C'est ce qui en fait un thriller à avoir absolument entre les mains. Devant un bon feu de cheminée, une lumière tamisée et avec un bon café, ou pourquoi pas un petit verre de vin, histoire de se réchauffer. Merci Sonia. Donc Les Morsures du silence aux éditions Kalman Levy de Johanna Gustafsson, qui on peut le dire est une figure incontournable du roman policier, Johanna. Oh, je suis hyper émue, c'est la première fois que j'entends une chronique en direct comme ça, la larme à l'œil, je trouve ça juste génial. Je trouve ça génial. En général, on les lit les chroniques, c'est super de l'avoir en live comme ça. Merci, je suis hyper touchée. Ah bah merci. Ça fait honte. Oh non, c'est génial. C'est surréaliste, c'est complètement surréaliste parce que en fait, on écrit au début et moi, je me souviens de ce truc-là, de cet émerveillement, mais vraiment enfantin quand
j'ai eu, et je m'en souviens parce que c'était le jour de l'anniversaire de ma maman, le 10 mai, le 10 mai 2015, quand j'ai signé le contrat pour Bloc 46 et pour Meurs. D'ailleurs, j'en avais 2, enfin, j'avais pas le deuxième, mais j'ai signé pour 2 livres. Et de se dire, waouh, je vais être publiée. Mais pour moi, c'était bon, j'étais publiée. J'ai pas pensé tout ce qui allait se passer après. J'étais encore, voilà, journaliste à l'époque, et je me suis dit, c'est déjà formidable d'être publiée. Et là, je me retrouve 10 ans après, et c'est devenu mon métier. Et je me dis, c'est formidable. Moi, en plus, comme vous le voyez, je suis une pipelette, donc je veux dire, rencontrer mes lecteurs, c'est merveilleux parce que j'écris, mais j'écris pas pour moi. C'est pas vrai. Moi, je raconte des histoires et j'aime en parler avec les gens qui les lisent. Donc, c'est vraiment cette relation-là. Je veux dire, finalement, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on commence dans cette écriture, et l'écriture, c'est un acte d'amour parce qu'on y met tellement de choses. Et puis après, on passe cet enfant, en fait, aux lecteurs qui vont y voir d'autres choses. Voilà, que ça leur plaise, que ça leur plaise pas, c'est pas grave, c'est un échange. Et je trouve ça formidable. Donc voilà, donc voilà, cette nomination, les prix, tout ça, c'est même pas la cerise sur le gâteau, je sais même plus comment appeler, c'est le glaçage du glaçage du glaçage. La chantilly sur la cerise, comme on dit. Ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. La chantilly sur la cerise. Voilà, donc effectivement, Les Morsures du Silence, audition Calman Lévy, on en rappelle un super livre à lire. Et justement, tu le dis depuis tout à l'heure, tu fais énormément de recherches, c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. On sent effectivement dans ce livre que tu en as fait également. Et il y a Joël qui nous pose la question, comment est-ce que tu fais tes recherches et combien de temps ça te prend? Ça me prend un temps fou. Alors là, bon, pour Les Morsures du Silence, c'était moins parce que tous ces thèmes que j'aborde, bon, je les connaissais, je connais le fonctionnement de la Suède et de la culture suédoise, ce qui m'a pris beaucoup de temps, mais c'était moindre comparable à ce que j'ai fait pour la trilogie ou pour La Folie ou Te tenir la main pendant que tout brûle. C'est que j'ai passé du temps à me renseigner, bon, sur le harcèlement, le viol. J'ai lu beaucoup de témoignages de victimes. Donc ça m'a pris du temps. Mais par exemple, pour la trilogie, j'ai fait entre 4 et 6 mois de recherche. Et moi, je suis très vorace de recherche, c'est-à-dire que je suis très méticuleuse, mais j'aime être méticuleuse en fait. C'est-à-dire que je vais lire un livre, et puis ce livre-là va m'amener à en lire 3, 4 autres, et puis 2 autres. Et puis j'ai cette chance incroyable que je parle plusieurs langues. Donc, s'il y a un témoignage qui va être disponible que, par exemple, en anglais, c'est pas un problème. Je me récupère ce truc-là. Donc, et là, pour le livre qui va sortir en janvier de l'année prochaine en France, je n'ai pas de titre encore, mais il s'appelle Son, en fait, comme le fils, et aussi un village de Norvège, parce que ça se passe en Norvège, en fait, ce livre, puisque mon auteur, en fait, est norvégien. Pour ce livre-là, j'ai fait des recherches durant plusieurs mois sur le langage corporel et la mémoire, puisque notre personnage principal c'est une psychologue sociale qui est spécialisée donc dans la mémoire et le langage corporel, et elle est consultante pour la police. Et en fait, j'adore faire des recherches. Voilà. Le problème pour moi, c'est arrêter, en fait. Arrêter les recherches. Le moment où il faut se dire, bon, maintenant, il faut faire Le roulement de tambour. Voilà, c'est ça. Il faut commencer à écrire, il faut commencer à faire un plan un peu plus précis. Donc, je passe beaucoup de temps. Voilà. Oui, puis si je me souviens bien, toi, tu y tiens au plan. T'es pas jardinier, comme on dit. Toi, t'es Non. vraiment architecte plus, toi. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je tiens au plan. Moi, le plan, c'est vraiment. Après, évidemment, on dérive dans le plan puisqu'on a des surprises, hein. C'est-à-dire que ce personnage-là, va pas faire ce qui était prévu. Mais je veux dire que, le déroulement essentiel est vraiment là. C'est-à-dire que quand j'écris une scène, je sais quelles sont les motivations de mes personnages et je sais où ils vont. Et du coup, en fait, je passe pas beaucoup de temps à l'écriture parce que je sais exactement où je vais, en fait. Et j'adore ça. Et après, je me fais surprendre. Je veux dire, et ça, c'est génial. Heureusement qu'on se fait surprendre. Mais ouais. Eh ben, en tout cas, tu nous surprends avec ton écriture, pas que
Pas que tu nous surprends, mais dans le sens où vraiment quand on te voit avec ton petit accent marseillais, comme on dit, l'accent chantant, et décrire ce qu'il y a dedans, effectivement, on s'imagine pas. D'ailleurs, il y a Dominique qui demande quand est-ce que vous venez dans le sud pour passer un beau moment avec nous. Oh, j'adorerais venir dans le sud. En plus, ça me donnerait l'occasion de voir, parce que du coup, mes amis du sud, je les délaisse terriblement, pas que mes lecteurs. Et c'est vrai que là, on me disait, hein, en papotant juste avant l'émission, j'avais 2 dates, une en Avignon et je sais plus si c'est Saint-Laurent-du-Var ou une autre, où je suis déjà en voyage à l'étranger. Donc je me dis que peut-être l'année prochaine, ce sera enfin l'année où je pourrais venir passer un peu plus de temps. Il y avait hier aussi et je crois que ça fonctionnait pas pour mes dates. Donc j'ai pas de date pour l'instant. J'ai que Lyon, c'est le plus au sud Ouais. où je vais être, je pense. Il me semble. Mais Je crois pas pour les que j'ai mis Marseillais, Lyon, c'est itinéraire. le nord, attention, hein. Mais je sais, c'est pour ça que je dis c'est le plus au sud, hein. J'oserais pas dire que Lyon, c'est le sud. Non, mais effectivement, on peut te retrouver le week-end les Quais du Polar à Lyon, si je me Ouais. souviens, c'est les 3, 4, C'est 5 ça. avril, hein, si je me souviens bien. Je pense que c'est Voilà. ça, ouais. C'est ça. Effectivement. Rédactive Édition, qui est avec nous, qui nous dit vous êtes profonde et touchante, Rédactive, d'ailleurs, qui Oh, te posera, avec Maëlys Père, qui te posera une question tout à l'heure, donc dans l'impatience de ouais. te la faire écouter. Et Talibanière, qui est avec nous, et qui nous dit nous avons beaucoup de salons par ici pour la tournée promotionnelle. Voilà, donc Oui, mais c'est vrai, mais c'est en fait ce qui se passe, c'est que moi je reçois beaucoup de demandes que je renvoie vers Kalman Levy, en fait, pour vous expliquer comment ça se passe, parce que ce sont eux qui décident vraiment où m'envoyer, mais après, il n'y a pas que eux qui décident. C'est que je disais, voilà, il y a 40 et quelques pays, bon, je tourne pas partout, heureusement, mais je tourne beaucoup sur tout ce qui est anglo-saxon, c'est-à-dire Canada, moins aux US quand même, et le Royaume-Uni. Donc en fait, et maintenant, ça va être la Norvège aussi beaucoup. Donc quand il y a des dates, j'appelle mes différents éditeurs. Est-ce que je peux là? Est-ce que je peux? Parce qu'il y a des livres qui sortent. Et donc là, par exemple, j'ai un collègue qui voulait, enfin, ça fait des années que j'essaie d'aller à un festival. Je crois qu'il est près de Caen, ce festival. Et je lui avais dit cette année, ça devrait le faire. Et en fait, il se trouve que je fais une tournée en Norvège à ces dates-là. Et donc, comme eh le oui. livre, c'est pour une tournée de sortie, donc j'ai Oui. pas le choix, il faut que j'y aille. Donc voilà. Donc Ouais, il faut vraiment. c'est vrai que quand on te suit sur les réseaux et on vient de les voir, on a vu dans tes stories, tu as une pile de livres comme ça avec ton co-auteur norvégien, je crois, où effectivement, Ouais, c'est ça. t'as ça, il faut tout signer. Je me suis posé la C'est ça, question, c'est ça. c'est sacré boulot, hein. C'est ça, on était. Alors ça, c'était il y a. Je perds le nord en termes de. Non, c'était hier. Hier, on est mercredi aujourd'hui. Hier, je suis C'est hier que rentrée. tu Ben l'as oui, je suis partagé rentrée en tout dans la cas. nuit. Je suis rentrée dans Oui. la nuit, c'est bien ça. Donc, j'y étais lundi, mardi, et en fait, on a signé 1200 livres, et ça, c'est Oui. des éditions spéciales, en fait. Ouais, ouais. Donc, 1 jour et demi à faire ça, c'est des éditions spéciales. On était dans le Norfolk, je suis juste passée par Londres pour atterrir, et puis après, on est pris un train, et on était dans le Norfolk avec notre éditrice. Et ça, c'est des éditions spéciales, puisqu'elle en a fait un événement de ce bouquin-là. Et on a signé 1200 livres qui vont aller, c'est 1200 copies, voilà, pour certaines librairies et Eh quelques-unes oui. pour les US aussi. Voilà. Donc, c'était émouvant parce que ce livre, on y travaille depuis 3 ans et des poussières, mais c'est un projet à côté. Donc, je veux dire, là, tout à coup, que ça prenne autant d'ampleur, c'est génial. Et bien justement, avant d'écouter l'extrait de Marie, combien de temps il te prend pour écrire un livre? Parce que vu que tu en sors un pratiquement tous les ans Ouais, dans ouais, toutes les langues, parce que ouais, même ta ouais. trilogie a été traduite dans 23 langues. Ouais, ouais, c'est fou. Non, mais en fait, j'écris en fait rapidement, dans le sens, par exemple, Les Morsures du Silence ou L'île de Yule sont des livres que j'ai écrits en 1 mois et demi. C'est 1 mois et demi de folie, c'est-à-dire que bon, en dehors des horaires où je suis avec les enfants, donc avant l'école et après l'école, voilà, je dormais 3 heures et demie par nuit, voilà. Mais donc j'écris assez vite. Mais après, par exemple, ça m'a pris plus de temps pour la trilogie Roy et Castel. D'abord parce que j'étais plus novice, mais aussi parce que ce sont des livres qui sont écrits enfin, je veux dire, étant donné qu'il y a beaucoup de recherches, c'est comme écrire 3 livres en un, puisqu'il y a chaque fois 3 trames. Donc, il faut tresser des fils, c'est complexe, non? Et donc, ça me prenait à peu près, je dirais, 3, 4 mois d'écriture. Mais je parle de l'écriture pure, hein, voilà. Et donc D'accord. après pour le livre, voilà, qui va sortir en janvier l'année prochaine, ça c'est différent puisqu'on était 2. On a écrit dans une langue qui nous est étrangère, même si on la maîtrise.
suffisamment pour pouvoir écrire. Et puis que ça a été, voilà, au début, ça a été 2 heures par-ci, 3 heures par-là, jusqu'à ce qu'on prenne le temps vraiment de s'y mettre, parce qu'on voyait que tout le monde était très emballé par, je dirais, les prémices et l'histoire, en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Et ce que je vous propose maintenant, mes chers amis, c'est d'écouter donc l'extrait de Marie. Donc Marie, la comédienne de l'émission, donc nous a lu un extrait donc de ce livre, Les morsures du silence aux éditions Calman Levy. Et j'ai tendance à oublier de vous le dire, mais privilégiez quand vous écoutez les extraits de mettre un casque pour vraiment être imprégné de l'ambiance des livres, puisqu'elle met des bruitages pour ceux qui connaissent l'émission. Donc écoutez cet extrait parce que franchement il est très intéressant. Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Marie Méran présente un roman de Johanna Gustafsson, Les morsures du silence, aux éditions Calman Levy. 2 juin 2023. Anna avait mis la mer entre sa mère et elle. L'image n'était pas d'elle, mais de sa génitrice, justement. L'imagination d'Anna n'avait pas tant de relief. C'est du moins ce que sa famille de lettrés n'avait eu de cesse de lui faire croire. Malgré cela, elle n'avait pas réussi à partir très loin d'eux. La portion de Baltique qui la séparait des siens n'était qu'un bras de mer ridicule, étranglé entre Stockholm et l'île de Lindinge, où trônait encore la matriarche, vaillante et puissante, en dépit de tout ce qui s'était passé. Des douves, voilà ce que c'était. Des douves infestées de fantômes qu'Anna devait traverser aujourd'hui pour retourner sur cette île empoisonnée. Laissant derrière elle l'usine de béton et ses cuves disgracieuses, entassées telles des déchets aux portes de l'île, elle avait roulé, tremblante, de colère plus que de peur, sur le pont reliant la capitale à Lindinge, puis emprunté la route qui longeait la côte, où quelques chanceux avaient jadis construit des bicoques devenues de grandioses villas de bois blanc, jaune ou rose. Chacune possédait son embarcadère et une vue sublime sur la baie de Stockholm. Anna s'était rangée sur le bas-côté pour regarder la mer lisse. Le soleil était franc ce matin. Il n'avait plus la pâleur du printemps. Il osait, comme en été. Il ne réchauffait pas les corps, mais il faisait verdir les arbres et briller la mer, désormais plus bleue que grise. En juin, le jour dévorait la nuit et redonnait le sourire aux Suédois, qui recherchait sa lumière autant qu'il fuyait les conflits. Anna frissonna en dépassant le club de golf. Elle y avait accompagné tant de fois son grand-père, à l'aube, ces mois d'été, où elle pouvait ouvertement fuir sa mère. Elle était devenue un excellent caddie, elle qui pensait n'avoir aucun talent pour rien, encore moins pour ce sport qui puait l'aristocratie, même en Suède. Lorsqu'elle s'engouffra dans le tunnel de verdure qui précédait le quartier de Stinglinge, la chair de poule recouvrit toute sa peau. L'école se dressait sur la gauche, au sommet d'une colline en bordure de forêt. Une vraie brochure Montessori en papier recyclé, des maisonnettes rouges aménagées autour d'une cour commune, avec un petit terrain de football, des balançoires et un toboggan qui serpentait au creux d'une roche. Anna se gara près de l'arrêt de bus, zippa sa doudoune, grimpa la vingtaine de marches abruptes qui conduisaient à la cour de récréation et contourna le rocher enlisé dans le sol goudronné. À travers les fenêtres, elle aperçut les élèves de la classe 5A à leur bureau et Lucas, assis sur le sien, jambes croisées, qui agitait les bras pour ponctuer son discours. Anna entra dans le bâtiment et se retrouva dans les vestiaires où baskets, anoraks, sacs à dos et bottes de pluie jonchaient le sol, comme si une tornade les avait délogés des casiers et des porte-manteaux. Elle garda ses chaussures et poussa la porte de la salle de classe. Lucas se redressa d'un coup, secoua la tête et esquissa un sourire confus, puis cligna des yeux en descendant de son bureau avec lenteur. La colère d'Anna se mua en rage, comme si il avait appuyé sur un interrupteur. Elle ferma la porte, s'y adossa et sortit son arme. Voilà donc pour cet extrait Les morsures du silence de Johanna Gustafsson par Marie Méran.
Alors, Johanna, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre lu comme ça à voix haute? Oh, c'est... En plus, avec tous les bruitages et tout ça, en fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que je voyais la scène et je me revoyais, je revivais ces moments où j'ai choisi les mots, en plus, c'est une scène qui est très significative dans le bouquin, pour tout le bouquin, évidemment, mais aussi parce que j'ai eu l'idée de cette scène avant d'avoir l'idée du livre. Ah oui. C'est-à-dire que ah oui, cette scène est, en fait, quand on est arrivé, qu'on a emménagé là sur l'île, on est allé dans cette école, qui est l'école de mes enfants, en fait. Et, je me souviens, on avait rendez-vous avec enfin, celle qui allait devenir l'institutrice de mon aîné. Et je me dis, mais où sont où il n'y a pas de portail, il n'y a pas de grillage. Comment sont protégés mes enfants? Qu'est-ce que c'est que cette école ouverte à tout, une école primaire? Mm. Et pourtant, c'est fou parce que je connais mon mari depuis 20 ans, je suis allée en Suède des centaines de fois et je n'avais jamais remarqué que les écoles étaient ouvertes. Elles sont ouvertes. Et donc, en fait, ce qui se passe très souvent dans mon écriture, c'est qu'en fait, la peur de ce qui pouvait arriver à mes enfants ou aux gens que j'aime, en fait, a créé une scène. C'est un peu cathartique, en fait. Je joue la scène de ma peur. Et je me suis dit, mais il faudra que je crée une scène comme ça dans un de mes livres. Où il y a quelqu'un, en fait, qui se sert de cette liberté, de cette confiance que les Suédois ont en la société et les uns envers les autres, en fait, contre eux, en fait. Mm. Voilà. Et du coup, cette scène est très, pour moi, est très importante. Et j'étais tellement ravie de pouvoir la mettre dans ce bouquin-là. Voilà, et de Eh lui donner ben, cette signification. Voilà. et Donc, elle est c'est quand génial, même, quel choix. oui, et puis bon, on rappelle, c'est le premier chapitre, mais c'est vrai qu'elle est prenante, puisque même Ouais. moi, en l'écoutant et en préparant l'émission, quand j'ai Ah. entendu le bruit, je me suis dit, mais j'ai envie de retourner, en fait, de relire le livre rien qu'avec cette scène. Sonia, qu'est-ce que tu veux en dire? Parce qu'on rappelle, toi, tu n'écoutes pas les extraits avant l'émission pour te garder Non, justement cet effet surprise. voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et là, je revoyais donc la scène et je me revois le lire et de savoir tout ce qui va se passer après. J'ai dit, c'est pas possible, ça y est, on replonge dedans en fait. Et c'est juste Trop bien. l'horreur qui va commencer en fait. Voilà. Ah, Donc, ouais. voilà. Mm. Mm. Eh ben, merci à toi. Donc, on le rappelle, ce livre, Les Morsures du Silence aux éditions Calman Levy. Donc, encore une fois, on remercie les éditions Calman Levy, qui permettent aussi la réalisation de ce live, de cette émission, et particulièrement à Véronica, qui a gentiment accepté qu'on vous offre ce soir cette version brochée du livre. Donc voilà. Et puis, si on est d'accord, on fera le tirage au sort en fin d'émission. Et puis, je viendrai à Lyon, on le fera dédicacer au nom du gagnant. Voilà, si vous êtes d'accord, si tu es d'accord, Johanna. Voilà, c'est mon sûr. émission, on le décide. Bah voilà, donc à dédicacer en plus par Johanna, je le rajoute, à Lyon. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a Dominique qui nous dit: Johanna, tu fais partie de la Ligue de l'Imaginaire avec tous les copains qu'on connaît dans cette émission. Est-ce que tu peux nous en parler de cette ligue? Bien entendu. En plus, on a accueilli il n'y a pas très longtemps deux de mes confrères que j'aime beaucoup, Sandrine Détombe, dont je deviens la marraine de la Ligue, à la Ligue. Voilà, je suis ravie. Et puis Cédric Cyr, que Cédric. j'adore aussi. Voilà. Et donc, la Ligue de l'Imaginaire est là pour défendre les littératures de l'imaginaire, non pas seulement le polar, mais toutes les littératures de l'imaginaire. Elle a été créée il y a des années. Au début, alors là, je ne sais plus si on est 22 ou 23, combien nous sommes maintenant, peut-être 24 d'ailleurs. Mais disons que c'était un petit peu une réaction contre le fait que les littératures de l'imaginaire étaient dénigrées, hein, parce que voilà, ce qui était populaire en France, c'était forcément pas bien, c'était forcément mauvais, c'était forcément pas intellectuel, ne pouvait pas être intellectualisé. Et donc, mes collègues se sont, je dirais, regroupés en disant il faut que ce soit différent, il faut qu'on fasse entendre notre voix. Après tout, c'est là que les lecteurs se retrouvent. C'est ces livres-là qu'ils achètent en masse. Donc, il faut qu'on arrête en France d'écraser ce qui est populaire, en fait. Parce qu'en fait, en France, ce qui est populaire devient finalement vulgaire. Et c'est pas du tout ça. Les masses, Bien c'est sûr. pas ça. Donc en fait, voilà, et donc on
ce regroupement essaie par différents moyens. On a par exemple là, il y avait le prix de la Ligue de l'Imaginaire qui maintenant depuis cette année va être décerné une nouvelle forme. On fonctionne avec des librairies indépendantes. Voilà, ce n'est plus avec Cultura. Et on va décerner un prix à un de nos confrères, une de nos consoeurs. Moi, je suis dans le jury de ce prix-là. On est 3 de ligueurs ou ligueuses, voilà, à être dans ce prix-là. Et bien, on fait parler, voilà, de nos livres. Alors, on a des grands auteurs, des auteurs très très connus comme Chatham, Mignet, Tilliez et Norek, évidemment, dans le groupe. Barbara Abel, on est beaucoup moins de filles. C'est pour ça que je suis ravie que Sandrine nous rejoigne. Et puis bon, moi, mon parrain dans la ligue, c'était Henri Lovenbruck, hein, qui m'a fait, voilà, qui était venu me voir. C'était à l'époque, c'était en 2019, c'est juste avant le Covid. Je crois bien que c'était ça, 2019, où il était venu me voir. On s'était vu à Paris. Il m'avait dit, j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais que tu fasses partie de la ligue. Et moi, j'ai dit, quoi, comment, quoi, moi? J'avais pas trop compris ce qui se passait. Et bien après, ça a mis des années à se mettre en place. Mais voilà, je suis fière, honorée et ravie. C'est un groupe formidable de personnes. Là, notre président, c'est Olivier Noret qui mène ça avec Nicolas Lebel, mais une énergie déployée pour ces littératures-là, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, à côté de ça, je fais aussi partie des Louves. Voilà. Avec mes Avec consoeurs. Claire. Bon, on est beaucoup. Voilà, donc il y a plein de plein de consoeurs. On représente les femmes écrivaines de polar parce que bon, moi je le vois en Suède, hein, être femme et avoir un nom de femme, c'est quelque chose de très positif en Suède. Hein. Si par exemple, ou même en Scandinavie, mais en Suède, si on a un nom féminin, eh bien un prénom du coup féminin, on a beaucoup plus de chances d'atterrir sur de la liste des best-sellers. En France, eh bien, les lecteurs sont encore frileux parce que l'image féminine se confond un petit peu avec, je dirais, on se dit, bah voilà, pas forcément savoir écrire quelque chose de trash ou de difficile ou de noir. Et donc, en fait, on essaie un petit peu de montrer qu'on peut faire aussi bien que les hommes. Voilà, c'est comme je le Ouais. dis souvent, c'est pas du tout évidemment contre les hommes, pas du tout, mais on veut juste dire nous aussi, voilà, on peut écrire donc voilà, donc c'est Eh 2 ben, merci beaucoup. collectifs qui sont voilà importants pour moi. Eh ben, merci à toi en tout cas, et on le rappelle, ou du moins on l'a pas dit, mais on peut l'annoncer, que pour ce livre, l'île de Yule, hein, comme ça qu'on dit, Oui, tout à Yule, fait, tout à fait. Ouais. tu avais eu le prix de la Ligue Imaginaire 2023. Tout à fait, tout à Voilà, fait. donc toutes mes félicitations encore une fois. Merci. Talibanière qui est avec nous, qui nous demande, est-ce que lorsque vous n'êtes pas sur l'écriture d'un livre, vous écrivez toujours? Tali qui est aussi Non. auteur. Ouais, non, je n'écris pas toujours. J'ai un carnet. Alors moi, je fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai un carnet. Je prends pas des notes sur ordinateur. J'en ai un que j'ai toujours dans mon sac d'ailleurs. Mais non, je n'écris pas toujours. Je réfléchis beaucoup. J'ai beaucoup d'idées. Je lis toujours. Par contre, voilà, je lis ou j'écoute. Mais non, je n'écris pas. Je n'écris pas toujours. En fait, pour moi, l'écriture, c'est comment dire, l'aboutissement du d'un projet auquel j'ai pensé. En fait, tout se passe en tête. Et très souvent, d'ailleurs, mes notes, ce n'est rien du tout. J'ai 3 noms ou 3 machins, après je fais des colonnes. Et puis, l'écriture, c'est vraiment le moment où tout se met en place. Et je prends beaucoup de plaisir. Et je dis très souvent que je mets, en fait, l'écriture, c'est la chair que je mets sur le squelette, en fait. Et le squelette étant le plan du livre. Donc non, je n'écris pas toujours. Il y a toujours un moment où je vais écrire, évidemment, parce qu'on me demande d'écrire des discours, des présentations. Donc, voilà, j'ai toujours ce plaisir-là. Mais dans la construction d'un livre, non, je n'écris pas toujours. J'écris au moment où j'écris le livre. Voilà. Et ça va être ces moments. Bon, là, ça a été beaucoup ces derniers temps, parce que comme je dis, j'ai écrit 2 livres et là, ça va être toutes les années. Mais pas toujours, non, pas tout le temps.
Merci à toi et merci à Tali. Et encore juste quelques petites questions et après on écoutera la question donc de l'invité de vendredi dernier qui était Maëlys Père, on le rappelle, des éditions rédactives qui est avec nous ce soir. Frédéric qui demande, est-ce que vous avez été contacté pour faire adopter vos livres pour le cinéma? Alors, pas le cinéma, mais la télévision, et beaucoup, par beaucoup de personnes. Après, on choisit les projets. Pour Roy et Castel, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Alexandra Lamy, qui est devenue une amie. Le projet n'a pas abouti, on en était très triste, mais là, la personne qui travaillait à l'adaptation du roman, en fait, a de nouveau le projet entre les mains, voilà, parce qu'elle a réussi à s'entendre avec Hachette, puisque bon, les droits appartiennent à Brajlon, hein, il faut dire, de la trilogie. Et donc, elle y travaille de nouveau, voilà, parce qu'elle pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la trilogie Rollet Castells. Là, on est en train de travailler avec Éléphant pour l'adaptation de l'île de Yule. Et puis, mais en même temps, par exemple, c'était juste avant que je parte pour le Royaume-Uni, là, il y a une maison de production canadienne qui était intéressée. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est plus pour des séries télé. Mais par exemple, cette société de prod canadienne était intéressée, elle parlait peut-être d'un film, donc voilà. Plutôt, je dirais, plutôt la télé, mais les films aussi. Et c'est vrai que euh, ça fait peur un petit peu parce qu'on sait que quelque chose peut être dénaturé en fait, mais en même temps, c'est un lâcher-prise, enfin, c'est une adaptation. Donc, on ne peut pas s'attendre à voir le livre. C'est un média différent, c'est pas la lecture où les choses peuvent être suggérées, montrées d'une manière différente. Quand on a l'image, il y a des choses qui ne peuvent pas passer de la même manière. Eh oui, Donc, il faut une autre construction, en fait. c'est souvent ça qui est Donc, dommage voilà. effectivement quand on voit des films adaptés au Et cinéma, oui, c'est de se dire on s'était imaginé des scènes, hein, je sais qu'on en a et plusieurs oui. fois parlé, donc c'est vrai que ça Mm, peut, bon c'est bien mais ça peut être dommage également. mm. Valérie qui est avec nous, qui dit Johanna, on s'est rencontrés en septembre à la remise du prix des lecteurs. Je suis celle qui a travaillé Mhm. avec ta maman, Valérie Aubagne. Oh Nos oui, familles sont Valérie. voisines. Voilà. Valérie, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que Valérie, je vais dire tu parce qu'on s'était tutoyé. Valérie, tu m'avais donné un marque-page, je me souviens, avec un œil, tout ça. Mes parents étaient là je parlais justement de ce moment-là où en fait, à Paris, on se retrouve autour d'un livre, enfin le truc complètement fou et improbable en fait. Et on se dit à chaque fois, le monde est petit, mais c'est vrai que le monde est petit, c'est absolument Hmm. incroyable de se retrouver. Et mes parents sont là d'ailleurs en ce moment. Ils sont en Suède. Eh Donc, ben, c'est fou. bonsoir à eux, effectivement. Et elle posait la question, hormis le fait, est-ce que vous allez vous revoir? Ben, on espère, hein, vu ce que tu viens de dire, que vous Oh, allez vous j'espère. revoir. Mais justement, elle pose la question, est-ce que tu aimes lire? As-tu des auteurs favoris et quel est ton genre de prédilection? Alors, genre de prédilection, je pense pas que j'en ai. Ça a été très longtemps, les romans policiers, parce que c'est comme ça que j'ai développé le goût de la lecture grâce à ma maman qui m'avait fait lire un Agatha Christie. Heu et donc là, je regarde en haut, j'ai toute la collection qui est là, que j'ai acheté, chez un bouquiniste à Aubagne. On allait le samedi avec mon papa à l'époque, et on allait acheter, ces livres pour 50 centimes, 1 franc, et je les ai toujours et je les relis de temps en temps quand j'ai un moment. Mais disons que ce goût de la lecture, en fait, m'a fait aller vers les classiques. J'aimais beaucoup Hugo, j'aimais beaucoup les poètes. Grande fan enfin, de Baudelaire et de Rimbaud. Et donc j'ai tout lu, enfin j'ai tout lu, je veux dire n'importe quel genre, je vais aller vers l'histoire. Et là, ce que je refais ces derniers temps, c'est que je relis certains des classiques que j'ai lus il y a longtemps et pour lesquels, j'ai pas vraiment dû comprendre certaines choses, des choses qui m'ont échappé et certainement la langue, la beauté de la langue où j'ai dû, voilà, peut-être qu'il y a que 15 que j'ai pu absorber quelque part. Hem Et donc des auteurs favoris, donc je mettrai Agatha Christie en tête parce que pour moi, c'est vraiment,
celle qui a créé, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, enfin, cette écrivaine, puisque la femme, bon, je la connaissais pas, mais l'écrivaine, parce que je trouve enfin, elle a mis en place, je dirais, d'abord avec la psychologie, enfin, Hercule Poirot et même Miss Marple, qui est une fine observatrice et psychologue. Elle a créé, je dirais, ce genre qui a été le socle, en fait, du roman policier pour des générations et qui l'est encore. Après, auteur favori, non, il y a des livres qui m'ont marqué, beaucoup de livres qui m'ont marqué. Je regarde là, parce que c'est là où j'ai là, les livres, la littérature blanche. Alors, voilà, évidemment, Le Prophète de Gibran, ça a été vraiment un livre qui m'a, et que j'avais lu très jeune. C'est ma maman qui m'avait fait lire le livre et qui m'avait, je dirais, je ne sais plus si j'avais 18 ans, je l'avais lu, mais jeune. Donc, il y avait eu des chapitres qui m'avaient vraiment chamboulée. Mais j'ai un ami, donc l'écrivain Roger John Ellory, qui, il y a 10 ans maintenant, il m'avait dit, Johanna, relis-le. Et je l'ai relu et ça m'a complètement chamboulée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des livres qu'il faut relire. Et là, je me disais que, par exemple, je devrais relire Hemingway, que j'ai lu très jeune. Et là, il y a un ami libraire de Toulouse qui m'a fait découvrir Lansdale. Là, c'est derrière, il est derrière Lansdale. Et Joe Lansdale, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet écrivain. Voilà. Donc, je dirais plus ou moins ça. Et puis après, il y a une Suédoise que j'adore, qui est une amie, mais je n'adore pas ce qu'elle écrit parce que c'est une amie. C'est parce que ce qu'elle écrit, c'est Camilla Grébé. Voilà. J'aime beaucoup son approche de la comment on appelle ça, de la maternité, de la féminité, voilà, je trouve qu'elle a des personnages extraordinaires. Alors, je sais pas comment on dit en français, on dit grèbe peut-être. Voilà, grèbe. Je sais pas, mais en tout cas, je vois Sonia qui fait des signes. Alors, Sonia, tu veux sûrement réagir à ce que dit. Je tourne la tête et mes deux prochains que je dois lire. Oh, Ah bah voilà. génial, ben, Lekberg, génial. Alors, Lekberg, Merci, Sonia. alors j'ai ses premières collections qui sont juste derrière moi. Là, je les ai changées. J'ai dû faire la place pour mes livres. Mais j'ai adoré le personnage de Erika Falk. Voilà. Erika Falk. J'achetais les livres donc ces livres du début juste pour pouvoir savoir ce qui allait se passer pour ce personnage-là que j'adorais. Donc, les personnages, pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. Ouais. Eh ben, merci à toi. Il y a juste une dernière question avant d'écouter la question de Maëlysper. Elle est où? Mince, elle est partie. C'était une question de Laurent qui demandait au niveau lecture, les Suédois, comment ils sont. Ah oui, je vais essayer de retrouver alors, je la vois. Elle est là. Voilà. Ouais. Comment sont les Suédois et Suédoises au niveau de la lecture? Qu'est-ce qu'ils lisent en particulier là-bas? Ils sont voraces de lecture. C'est un peuple qui lit beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est marrant parce que quand je suis allée rencontrer mon éditrice norvégienne à Oslo, elle m'expliquait parce que je disais, donc je suis dans une quarantaine de pays maintenant, mais pas en Suède. Maintenant, ça y est, je vais être en Suède pour le livre que j'ai écrit avec mon co-auteur. Mais jusqu'à présent, je n'étais pas. Et elle me dit, ah, ça m'étonne pas. Les Suédois, elle me dit, vous voyez comment vous êtes les Français avec la gastronomie et la nourriture, vous êtes un peu snob. Elle me dit, les Suédois sont snobs avec la littérature policière. C'est-à-dire que comme ils en produisent beaucoup, ils ont beaucoup, beaucoup d'auteurs policiers qui écrivent les thrillers, les romans policiers. Elle me dit, en fait, ils importent très peu. En fait. Et donc, ils ont une grande passion pour ce genre-là, avec de très, très bons auteurs. Là, dernièrement, en France, on a par exemple Engman et Pascal Engman, que je n'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et Stéphane Anhem, qui va être, je crois, les deux vont être au Quai du Polar. J'ai lu Stéphane Anhem et j'aime beaucoup. Et ils ont des auteurs incroyables. Donc, en fait, ils dévorent et puis, il y a des auteurs, alors c'est petit la Suède, c'est 10 millions d'habitants. Enfin, je parle en termes de population. Ah oui. Il y a des auteurs qui
qui vivent de leur plume en ne vendant que sur ce territoire-là. Donc, c'est 1/7 de la France. C'est pour dire combien les gens achètent de livres. Oui. C'est énorme parce que nous, on gagne à peu près entre 8 et 10% du prix du livre. Hein, donc, il faut en vendre. Ah, c'est Donc, un débat, voilà. effectivement. Eh ben, Ouais. écoute, en tout Donc, cas, voilà. merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi sur les auteurs. Donc en fait, un homme, une femme, que je citerai dans les domaines des thrillers. Donc en premier, évidemment, quand j'ai entendu le nom, Maxime Chatham, mon Ouais, référent en bien sûr. thriller homme, que j'ai toute la collection. De toute façon, tous les ans, j'ai son petit nouveau au moment de Noël et tout. Et maintenant, en femme, eh ben, je mettrai Johanna en premier. Parce que, Oh là là, voilà. c'est trop Parce que gentil. là, tout ce qui est psychologie des protagonistes et tout, c'est voilà, c'est top. Eh ben, merci à Trop toi. gentil. Voilà. Merci. Merci à toi, Sonia. Donc, on rappelle, hein, Johanna, qu'on peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux hein, pour suivre toute ton actualité hein, sur Facebook et Instagram. Et tu es bien présente. Donc, en tout cas, merci à toi de nous faire suivre ton actualité partout dans le monde, puisqu'on voit partout que tu bouges énormément. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la question de l'invité. Alors, pour rappel, si vous avez suivi l'émission, ce vendredi, nous avons reçu Maëlys Père, donc directrice de publication aux éditions Rédactives, une maison d'édition, on en parlait tout à l'heure, chère Johanna, basée à Rousset, que tu dois connaître, qui t'a posé une question. Donc, le but du jeu, c'est d'écouter et ensuite, tu pourrais y répondre. Alors, Johanna, je te connais de nom, mais je ne t'ai jamais lu. Avant de te poser une question, je voudrais saluer le fait qu'avec la renommée que tu as et j'imagine les moyens de médiatisation qui sont autour de toi, de consacrer du temps à une émission comme celle de Florian. C'est valorisant pour lui, c'est valorisant pour les autres auteurs comme les miens ou comme moi qui sommes des anonymes par rapport à toi. Donc pour ça, je te remercie parce que pour moi, c'est une grande preuve d'humilité et j'y suis très sensible. Et ma question, alors elle sera peut-être un peu bateau. Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, le thriller, le suspense, le polar sont des genres très didactiques, très pédagogiques. Je trouve que au travers d'une intrigue très bien ficelée et particulièrement dans ce domaine littéraire, on peut emmener le lecteur très loin et en profiter pour lui faire apprendre plein de choses à son insu. Et du coup, je voudrais savoir si c'est pour ça que tu as choisi ce genre-là, ou plus largement, pour quelles raisons est-ce que tu t'es orienté vers ce genre-là? Parce que, et encore une fois, je m'en excuse, ma connaissance de ta carrière est très limitée, mais j'ai le sentiment que c'est essentiellement vers ce type de littérature que tu te tournes. Merci. Voilà donc pour la question de Maëlys Père, on le rappelle, directrice de publication aux éditions Rédactives. Johanna, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Eh bien, en fait, c'est pas une question bateau du tout. C'est très intéressant parce qu'en fait, on me l'a posé dernièrement et c'est là que j'ai réalisé en fait que je n'ai jamais choisi en fait d'écrire vraiment du polar. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une histoire à raconter et c'est toujours le cas en fait. J'ai une histoire à raconter. Et ça s'est passé donc avec Bloc 46 en fait, puisqu'avant, bon, le bouquin avec Laetitia Milo, c'était une commande, hein, c'est elle qui m'avait dit: «Je veux écrire ça comme ça» et donc moi je l'ai écrit pour elle et avec elle. Mais avec Bloc 46, j'avais envie de raconter, l'histoire, d'un déporté, de droit commun allemand qui allait rentrer dans ce camp de Buchenwald. J'avais envie de parler de résistance. J'avais envie en même temps de faire un jeu de pistes et j'avais plein d'envies. J'avais envie de mettre, au devant de la scène 2 héroïnes, voilà. Et puis après, en réfléchissant à mon histoire, je me suis rendu compte que tout cela prenait la forme, en fait, d'un roman policier. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, ben, mes éditeurs me demandent des thrillers ou des polars, voilà, on me demande d'écrire du noir.
Et je ne me sens pas du tout enfermée dans ce genre-là, parce que je suis ravie de créer ces jeux de pistes. Voilà, c'est des puzzles, que j'adore élaborer. Mais c'est vrai qu'au début, je dirais que c'était vraiment à mon insu, quoi, à l'insu de mon plein gré, auraient dit certains, mais c'était vraiment ça. Donc voilà, je me suis retrouvée finalement, je pense que je me suis retrouvée face à mes premières amours et donc voilà, Agatha Christie, hem, sans vraiment le décider. C'était très inconscient, en fait, c'était un processus inconscient. Hmm. Ouais. Bah, merci à toi en tout cas. Donc on le rappelle, hein, Maëlys Père, qui était avec nous la semaine dernière. On va parler dans quelques instants de l'invité prochain qui viendra vendredi. Tu vois, je me trompe pas, Séraphine, je la vois secouer la tête. D'ailleurs, quand tu parles d'Agatha Christie, il y a juste Valérie qui rajoute effectivement, on a la même collection d'Agatha Christie, chinée chez le même bouquiniste à Aubagne. C'est avec Agatha Christie que j'ai découvert le roman policier qui a signé mon adhésion définitive à ce genre. Voilà, chère Valérie. C'est incroyable, c'est génial, c'est beau tout ça. Comme quoi, comme tu dis, le monde est petit, effectivement. Ah, et petit. Ouais. Sonia, nous recevrons donc ce vendredi, on l'a dit, donc Julia Brandon pour son livre Vita. Juste en quelques mots, Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet auteur avant d'écouter la question de Johanna? Bah, je connaissais pas du tout Julia avant de la lire. Et franchement, c'est un roman que j'aurais pas forcément été vers lui. Et en fin de compte, il est excellent. Moi, j'ai adoré. Voilà, Julia Brandon, on l'a vu, plume de l'année de l'année pour son livre Vita. Johanna, quelle serait ta question? Eh bien, moi, ce qui m'a émerveillée en lisant la vie et le parcours de Julia, c'était de lire qu'elle avait écrit, Julia, tu as écrit un roman à 7 ans. Et je trouve ça absolument fou, beau. J'imagine, j'ai des jumeaux, moi, qui ont 7 ans, et je peux dire qu'ils n'écriraient pas de roman. Donc, je me dis, mais quelle imagination, quelle personnalité formidable. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus sur ce roman. J'ai envie d'en connaître l'histoire. Donc, voilà, c'est ma question. Eh ben, merci beaucoup, Johanna. Donc, on le rappelle, Julia sera avec nous donc ce vendredi 7 mars. Julia Brandon, on l'a vu pour son livre Vita. Donc, à découvrir, une auteure à découvrir dès ce vendredi. Voilà. Bah, ce que je vous propose, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Oui, il y a Redactive, voilà, qui te dit merci, Johanna, pour ta réponse. Et merci pour tes mots. Et bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de recevoir notre cher spécialiste du barbecue, Séraphine Matin. Bah, c'est vrai, comme a dit Sonia en début d'émission, on est en Suède, il fait froid, donc là, un petit barbecue, ça ferait du bien. Parce que moi, j'ai hâte, les barbecues. Alors, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première heure et demie de live? Que je suis hyper touchée, j'ai souri pratiquement pendant 1 heure je suis passée de très émue par certains détails, par certaines inscriptions, à grand sourire, de te voir justement toujours sourire et de voir toutes les émotions que tu mets dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu es. C'est rayonnant, c'est chouette. J'ai adoré ce moment. Eh ben écoute, nous lançons... Pardon, excuse-moi, tu veux rajouter quelque chose, Johanna? Non, j'allais juste te dire que c'est totalement partagé. Voilà. Eh ben merci beaucoup. On lance le jingle de Séraphine puisqu'elle adore ça. Je rappelle juste effectivement, puisque je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent, qu'on reçoit ce soir Johanna pour son livre Les morsures du silence aux éditions Calman Lévy. Chère Séraphine, nous t'écoutons. Mais justement, par rapport à ce que tu es, en tout cas à ce que je vois de toi, tu es lumineuse, tu es joyeuse, comment est-ce que tu fais pour décrire aussi précisément la noirceur humaine? Je pense bon, d'abord, je vais commencer au tout début, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille de psychologues.
Mon père est psychologue. Ma maman était institutrice. Bon, ils sont à la retraite maintenant. Ma maman était institutrice spécialisée pour des enfants en difficulté en maternelle. Ma sœur est psychologue, ma tante est psychanalyste. Donc moi, j'ai grandi dans un appartement où il y avait, où mon père construisait une bibliothèque après l'autre et j'ai eu accès aux bouquins de Freud très tôt en fait. Et bon, d'abord quand j'étais gamine, mais c'est vraiment pas une blague, hein, et quand je tombais, on me disait mais tu t'es fait mal au genou gauche, mais pourquoi à gauche? Ou quand j'avais une angine, mes parents me disaient on va parler, tu vas nous dire ce qui s'est passé, mais vraiment on était beaucoup dans le dialogue, et donc en fait ce qui était beau dans mon parcours de lectrice, et je regarde en haut parce que c'est Agatha Christie, c'est qu'en fait, en découvrant Hercule Poirot et donc Agatha Christie, je me suis rendu compte qu'en fait, la psychologie pouvait avoir quelque chose de très positif et que ça pouvait être fun aussi. Et donc, en fait, ça m'a réconciliée, je dirais, avec ce modus operandi familial où on posait beaucoup de questions. Et finalement, on se rend compte en grandissant, on devient un peu comme ses parents. Enfin, du moins, ça a été mon cas. Et la psychologie m'a beaucoup fascinée. Et ce qui s'est passé pour l'écriture de mon premier livre, puisque c'est un portrait psy que tu fais et qu'on est dans les confidences, c'est que ce livre-là devait s'appeler Y. Y comme le chromosome, et qu'on n'a pas appelé Y parce que pour des questions de référencement, enfin, il y a tout un tas de trucs, voilà, et moi j'adorais le titre Bloc 46. Mais en fait, moi j'ai une histoire personnelle qui est très spéciale, c'est-à-dire que mon mari est stérile en fait. Et pour avoir mes enfants, j'ai dû passer par le don de gamètes. Et en fait, cette histoire n'a pas changé ma manière de voir la parentalité parce que pour moi, on aurait pu me mettre un bébé dans les bras, j'aurais pu adopter quelqu'un et je l'aurais aimé. C'est pas la grossesse qui m'a fait aimer les enfants, mais ça m'a fait me questionner énormément sur l'inné et l'acquis, avec cette angoisse terrifiante de me dire qu'est-ce que je ne connais pas chez mon enfant? La moitié de son patrimoine génétique vient d'un donneur que je ne connais pas. Quelle est mon empreinte? Et je te dis ça, j'ai la chair de poule. Quelle est l'empreinte de mon mari? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Comment ça se passe? Enfin, voilà. Et donc, ce thème obsessionnel, parce qu'en plus, la maternité, alors, moi, je suis une maman très, comment dire, même si j'ai une carrière et que je voyage beaucoup, je suis une maman très proche de mes 3 fils. Et donc, qu'est-ce que par l'éducation je peux apporter? Comment, je dirais, atténuer des traits d'innés enfin, pas modeler, j'aime pas ce mot-là, mais comment apprendre à ces enfants à grandir, voilà. Et donc cette obsession voilà, de l'inné et l'acquis, et puis après qui fait naître en fait des peurs. Et en fait, ces peurs-là, comme ma famille, en fait, n'a jamais eu peur de regarder vers le côté sombre, c'est-à-dire qu'on l'interroge, ce côté sombre. Voilà. Et donc, moi, quand je regarde dans ce côté sombre, dans le fameux l'abîme, hein, n'ayez pas peur de tomber dans l'abîme. Non, non, moi, je me laisse tomber dans l'abîme et je regarde. Et je regarde et je creuse et je me pose des questions. Et j'adore ça. Et sans trouver des excuses, mais en expliquant. En expliquant, mais ça peut venir par rapport à telle chose, et puis ça se transmet. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Et finalement, je pense que... oui, pardon. Dis, pardon. Non, c'est pour ça, justement, que tu les décris aussi précisément et que, justement, enfin, toi qui n'aimes pas les films d'horreur... tu es quand même capable de décrire une horreur psychologique qui est à mon sens bien pire, mais qui pour toi est plus simple parce que justement cette noirceur tu la connais pas forcément, mais tu la reconnais et du coup ça te permet de la décrire peut-être plus facilement. C'est ça, en fait ce qui se passe c'est que j'aime les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'aime les gens et donc je ressens beaucoup d'empathie, mais j'ai pas besoin de connaître les gens pour recevoir d'ailleurs, je veux dire recevoir, pour ressentir de l'empathie.
C'est pour ça que j'ai beaucoup de relations j'ai beaucoup de très bons amis et j'ai beaucoup de relations très fortes avec certains de mes lecteurs parce que j'aime les gens et que je m'intéresse à leur histoire et que donc, en fait, il y a comme pas un phénomène de miroir, mais que du coup, je suis avec eux dans leur histoire. Et c'est pareil pour ces personnages, parce que les personnages De dont je parle, reconnaissance. ouais, voilà, c'est ça. Mm, mm, Donc, mm. ouais, je pense que ça doit être ça. Je pense. Mais comment, quand on a ton empathie, comment on gère les émotions de ces personnages? Parce qu'il y a les émotions que tu veux qu'ils aient, tu as les comportements que tu veux qu'ils aient, mais il y a toujours une part quand même où le personnage prend un petit peu possession lui-même de ses actions en fonction de ce que tu vas écrire. Comment tu le gères quand ça dépasse un petit peu ce que tu avais prévu? Comment tu gères leurs émotions, ce que tu leur fais subir? Euh, En fait, ça se passe toujours plus ou moins bien, ça ne me dépasse pas. Il y a eu des moments où ça peut un peu me dépasser parce qu'il y a enfin, quand, voilà, il y a comment dire, quand on perd son enfant, on sait que par exemple, dans Les Morsures du silence, quand je parle du deuil d'enfant, et c'est le cas de Maya, le personnage principal qui a perdu sa fille, quand j'ai écrit ces scènes-là, j'étais tellement avec elle qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'aller embrasser mes fils qui dormaient, d'aller dans la chambre, d'aller les embrasser pour juste les sentir. Donc, ça, en fait, ça se passe comme ça. Et après, il y a des moments où c'est vraiment chirurgical, où voilà, où il y a cette distance-là avec mon personnage, même si je pense tout le temps à eux. Voilà, il y a vraiment, voilà, même si je pense tout le temps à eux. Donc, ouais, peut-être que Mm. je sais pas, ouais. Et du coup, pour arriver pas à faire subir ça à tes personnages, mais à tes lecteurs maintenant, est-ce qu'il faut être logique, cartésien et sain d'esprit, ou est-ce qu'il faut être inventif, sadique et complètement cinglé? Mais je pense que je suis un peu cinglée, si c'est pas complètement. Mais vraiment, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu écris ce genre de choses et que tu vends, bon, le pire, c'est que, bon, dans mes recherches, je me rends compte vraiment que ce que j'écris, c'est un centième de la vérité. Qu'il y a des horreurs, mais 10 000 fois pires que ce que moi, je peux écrire. Et que tu veux pas Et en fait, imposer si à tu tes veux, lecteurs, du coup. non, que je ne veux pas imposer à mes lecteurs. Et Mm. en fait, si tu veux, j'ai cette sensation et cette impression que je représente un peu la voix des victimes. Et ça me fait du bien. C'est-à-dire que, et c'est encore plus vrai pour Les Morsures du silence, mais dans tous mes livres, il y a un aspect où j'ai des parents qui vont me dire merci d'avoir parlé de ça. Dans la trilogie, évidemment, il y a l'immense devoir de mémoire dans Mhm. le premier livre, le troisième. Mais dans le deuxième, il y a un personnage qui arrive, qui est une autiste et qui accomplit des choses merveilleuses pour l'équipe dans laquelle elle travaille. Et donc, j'ai eu beaucoup de parents d'enfants autistes qui sont venus me dire merci d'avoir fait de Ah, leur différence une force et non pas une tare. Et pour moi, c'est important. Ma tante, je veux dire, est atteinte de la maladie de l'ostéogenèse imparfaite. Et donc, euh, cette idée de se dire que la différence va être positive, qu'on ne la voit pas comme une tare et comme parce qu'évidemment dans une société on a des moules, on a des boîtes et voilà et donc voilà moi j'ai grandi en plus ma tante a toujours une école pour des enfants handicapés et donc ce qu'elle faisait très souvent c'est qu'elle récupérait ses enfants handicapés pour que les parents puissent souffler et mes parents le week-end aidaient ma tante et très souvent, on a eu des enfants ou des adultes handicapés qui venaient passer le week-end avec moi. Et pour moi, ça, c'était ma normalité, oui. d'accueillir la différence, en fait. Et donc, voilà, dans chacun des livres, c'est, voilà, essayer de me faire la voix de certaines personnes qui ne sont pas à mon échelle. Hein. Je n'écris pas des livres sociologiques ou philosophiques. Hein, voilà. Mais voilà, pour Oui, moi, ça me mais touche énormément. C'est des gens comme qui je disait me reconnais. Maëlys, oui, c'est ça, tu te reconnais. Et puis c'est comme disait Maëlys, c'est que c'est un bon prétexte pour justement parler quand même Exactement, de sujets graves et de choses graves. Et du coup, je me demande si c'est pas exactement. aussi
pour toi une façon de gérer l'injustice de certaines choses, l'horreur de certaines choses, c'est aussi justement de les décrire pour les exorciser peut-être et les valider, les valoriser? C'est Enfin, valoriser en exactement tout cas ça. les victimes et voilà. Oui, Oui. les victimes, tout à fait, tout Oui, à fait. C'est merci, merci exactement d'avoir ça. compris. Ah non, j'ai compris, bien sûr. Non, c'est Mmh. exactement ça. Et dans Les Morsures du silence, en plus, sans vouloir révéler le thème principal, mais c'était vraiment un cri du cœur. D'accord. C'est-à-dire que bah, c'est comme pour, enfin, je veux dire, pour 100, ou dans lequel je parle donc de ce pacte du silence en Espagne après les horreurs franquistes qui ont duré près de 40 ans. Là, c'était pareil pour Les Morsures du silence, et c'est vraiment l'envie de faire entendre la voix de certaines victimes qui ne sont jamais entendues, la voix des femmes, enfin, quelle aberration ça peut être euh, euh, que la société ne les écoute pas, ne les voit pas, ne les défende pas. Donc voilà, sans vouloir en plus vraiment être donneuse de leçons, parce que c'est ça, mais juste montrer à travers l'histoire de certaines personnes ce que ça peut représenter pour elles quand des drames, eh bien, comment dire, chamboulent non pas seulement leur vie, hein, mais la vie de générations, puisque maintenant c'est prouvé que des traumatismes vécus par une personne sont transmis génétiquement sur des générations, hein. On peut Oui, observer des marqueurs génétiques. Donc, c'est réel. oui. Voilà, c'est pas seulement Ouais, ouais. psychologique, enfin, c'est psychologique, mais c'est réel, c'est dans la peau. Voilà, C'est marqué, c'est marqué, c'est c'est comme un marqué marqueur. littéralement. Exactement, Absolument. exactement. Mmh. Exactement et c'est fou parce que malgré toutes ces connaissances, enfin malgré tout ce que tu règles justement et que tu affirmes dans tout ça, tu restes quand même d'une humilité hallucinante et tu génères même des peurs totalement infondées, enfin des angoisses sur les sorties de tes livres. Est-ce que c'est justement parce que tout ce que tu y mets est-ce que tout ce que tu y mets, tu veux tellement que ça passe, que ce soit entendu, que du coup tu as peur justement que ça sorte et que ce soit pas apprécié? Mais c'est pas que ce soit pas apprécié, tu as peur, c'est que ce soit pas compris? C'est une bonne question. Je crois il y avait quelque chose qui m'avait marqué il y a quelques années, je sais plus qui m'avait raconté ça. Hem, je me demande si c'était pas Roger Laurie, mais je doute. Qu'en fait, Harlan Coben, Hem, chaque fois qu'il écrivait un livre, qu'il envoyait donc à son éditeur, il était très angoissé jusqu'au moment où il allait avoir ce retour-là. Et c'est vrai que moi, il y a cette angoisse, enfin, mon papa d'abord est mon correcteur, c'est-à-dire que chaque fois que j'écris un chapitre, je lui envoie, et je sais Mmh. qu'en plus il me dit si ça ne fonctionne pas, enfin si, mais il y a 2 autres moments. C'est le moment où mon agent va le recevoir, donc Lila Seval, et ensuite le moment où mon éditrice va le recevoir, qui est maintenant Caroline Lépée, chez Calman. Et oui, parce qu'en fait, mais je pense pas que ce soit que moi, je pense que beaucoup d'auteurs font pareil. On y met tellement, et on y met tellement de nous, que si en effet on n'est pas compris, c'est au-delà en fait du job, dans le sens où je sais pas, dans un travail, on va travailler. Enfin, moi, j'ai été journaliste avant. Si on n'aime pas un de mes articles, bon, ça va, mais c'est pas. Mais sur un livre, Oui. on y met de soi, on y passe tellement de moi, et puis moi, c'est mon gagne-pain en plus maintenant. Donc, c'est vrai que ce qui est très douloureux, et pour moi, c'est vraiment douloureux, c'est quand on peut ne pas aimer un livre. Évidemment, moi, il y a plein de livres que j'aime pas. Bon, mais ce que je fais, c'est que je ne vais jamais, jamais le crier sur les toits. Et même quand j'étais journaliste et que je devais écrire des critiques de, de, de films, de livres, j'allais, si on me disait, il faut à tout prix que tu parles de ce livre, ben, je vais parler des choses qui m'ont plu, qui m'ont convaincu. Et si vraiment je n'ai pas aimé ce livre, je n'en parle pas. Et c'est vrai que très souvent, quand je vois, et j'ai des collègues qui m'envoient de ces trucs, de lecteurs, mais qui assassinent un livre, et je me dis, je crois qu'on ne réalise pas
le temps qu'on y passe, le fait que pour pas tout le monde, mais enfin, je veux dire, pour certains, bon, c'est un gagne-pain. Oui. C'est vraiment, donc, c'est notre métier, d'accord? Et puis pour ceux dont ce n'est pas le gagne-pain, ce sont des gens qui, en plus de leur taf, vont passer du temps à écrire un livre. Et donc, c'est vrai que, voilà, ça me fait tellement de peine quand je lis des critiques, enfin, mais qui peuvent être d'une violence terrible, vers Oui. un livre. On peut ne pas aimer, mais de là à dire, mais j'avais lu un truc d'une collègue, c'était au Royaume-Uni, c'est de la merde, vous savez, sur Amazon. Oui. C'est de la merde, j'en reviens pas qu'on puisse écrire un truc pareil. Je me dis, mais je n'ai pas aimé, au pire. Quel est Et donc, l'intérêt de le c'est dire? vrai qu'on sait. Mais c'est ça. Et en fait, on s'expose, et surtout dans le monde dans lequel on vit avec les réseaux sociaux, on s'expose en fait. Et ça fait très peur de s'exposer. Enfin, je veux dire, et c'est dans une mesure complètement différente pour les acteurs, les comédiens, les machins, parce que là, c'est carrément leur physique, donc c'est encore pire. Je veux dire, je ne pourrais même pas imaginer. Mais c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'on peut tout à coup être complètement démonté. Je me souviens, là, un truc qui s'était passé pour Bloc 46 qui m'a vraiment ébranlée parce qu'il y avait un monsieur aux États-Unis qui avait mis, alors, je ne sais plus si c'était sur Twitter ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas honte, madame, de vous faire de l'argent sur le dos des juifs morts. Oh, et alors ça m'avait mais ça m'avait complètement ébranlée parce que en fait je m'étais dit, oh, mais c'est vrai, mais je me fais de l'argent sur les, mais c'est vrai, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Et donc en fait ce qui s'était passé, c'est que, mais c'était très violent, hein, son poste était en plus avec et donc j'avais mon éditrice américaine qui était montée au créneau en complètement démontant son argument, mais ça m'avait complètement en fait ça m'avait fait beaucoup de mal, quoi. Et c'est Bien vrai sûr. que je connais personne dans le métier, j'en ai pas rencontré qui ait la peau suffisamment dure pour se dire je m'en fous complètement de ce qu'on raconte. Moi, j'écris ce que je veux. Et donc, c'est vrai qu'on s'expose à ça. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Au-delà du fait, purement pour être vraiment, comment dire, honnête, du fait de me dire, bon sang, si le livre ne marche pas, comment je fais pour nourrir mes enfants, tu vois, parce que j'ai plus rien d'autre, moi, à côté. Donc, mais c'est vrai que de s'exposer comme ça, oh, ça fait peur de s'exposer, de Oui, se bien dire, sûr. quelqu'un, voilà, ne va pas comprendre mon livre, quelqu'un va dire, enfin, vous m'avez fait du mal en écrivant ça, ça me fait peur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je Oui, fais des et recherches c'est de normal. Et ça, malades surtout. Voilà, bien voilà, sûr. Bah, c'est arrivé et ça arrivera, mais je pense que clairement ça bien continuera à sûr. rester une minorité. Parce qu'avec, voilà, avec ce que tu es et avec ce que tu mets dedans, je pense que tes enfants, ils vont bien manger pendant quelques années. Merci. Merci. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour cet échange, ce portrait de Séraphine, où effectivement on rejoint ce que vous disiez. Et je voyais Sonia qui secouait la tête, justement, quand tu parlais des retours de lecture que tu faisais. Souvent, c'est reproché à Sonia en disant, mais quand tu fais tes chroniques, on a l'impression que tu aimes toujours. Mais parce que toi aussi, Sonia, tu es comme Johanna. Voilà, Oui. moi c'est ce que je dis à l'auteur quand j'ai un livre que j'accroche pas, parce que c'est très rare depuis le temps que je lis, un livre ou deux seulement que j'ai vraiment pas du tout aimé, mais dans ces cas-là, je contacte l'auteur en fait en privé et je lui explique que j'ai pas apprécié son livre, mais qu'il aura d'autres lecteurs qui vont sûrement apprécier. Moi que c'était pas mon Exact. genre en fait et tout ça, mais et je lui dis clairement que la chronique je la publierai pas sur les réseaux. Parce que je ne saurais pas comment expliquer un livre que j'ai pas aimé en fait. Parce que quand on voit qu'il y en a qui piochent des petits bouts de chronique par-ci par-là sur les autres pages de chroniqueuses pour faire une chronique, alors que soit ils n'ont pas lu le livre, soit ils n'ont pas aimé, mais c'est histoire de dire voilà. Et ça, c'est un truc que je supporte pas, quoi. Donc je préfère contacter l'auteur en privé plutôt que de voilà. Merci à toi, Sonia. Il y a Valérie Merci. qui nous dit: bravo pour ce magnifique parcours, Johanna. J'en suis très heureuse pour toi et ta famille. Bravo pour cette humanité qui s'exprime comme une évidence et pour cette humilité qui dit d'autant plus ton talent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Johanna? Non, enfin,
C'est un merveilleux moment qu'on passe. Et c'est vrai parce qu'on s'installe. Alors j'ai mes parents, non, j'ai dû dire, les enfants ne fassent pas de bruit. J'ai dit au mari, tu ne rentres pas. Voilà, et en fait, je m'assois à moitié. Et donc, je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions, autant de bienveillance et de quelque chose d'organisé. Voilà, c'est génial. Voilà, donc merci. Eh ben, merci à toi. En tout cas, on rappelle que tu étais avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, hein, donc ce polar qui a déjà conquis plus de 300 000 lecteurs, Les Morsures du Silence, édité aux éditions Calman Levy depuis le mois de janvier. On l'a vu, hein, qui est aussi sélectionné parmi les 12 finalistes pour le prix Maison de la Presse. Hein, donc, on croise les doigts effectivement pour qu'il remporte le prix. Hein. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Avec la chronique de Sonia qu'on a eue ce soir, on se demanderait pourquoi il l'aurait pas. Mais en tout cas, merci à toi. On a passé un agréable moment. On rappelle qu'on peut te retrouver donc sur Calman Levy. On a vu tout à l'heure aussi le bandeau circuler. Est-ce que tu as un site internet, hein, www.joannagustafsson.com et également sur calmanlevy.fr. Voilà. Et tu as aussi tes réseaux sociaux où, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es très très présente et c'est agréable aussi de te suivre. Voilà. Sonia, est-ce que tu veux dire les mots de la fin avant de rapidement présenter l'invité la semaine prochaine? Encore une super soirée de passer et c'est vrai que ça passe très très vite, hein. Alors, oui, je Exactement. regarde l'heure, je me dis, mais quoi? Eh oui, déjà. Séraphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je continue à la regarder, je continue à la je continue à la manger, c'est un bonbon, c'est trop chou, j'adore. J'adore autant de capacité à noircir les choses quand on est aussi ouais, aussi lumineux, c'est fou. Mais j'ai compris maintenant le contraste et je te remercie du coup. Merci à toi, Séraphine. Donc, il y a Frédéric qui nous dit merci pour ce moment. Laurent qui nous dit 4 filles et un garçon, vous êtes top, belle soirée. Oui, j'avais dit, hein, Florian et ses drôles de dames. Hein. Dominique qui nous dit merci Johanna pour votre talent et votre humilité, une très belle découverte. Et Thalie qui nous dit merci pour ce beau moment, aussi une belle découverte. Voilà, donc encore une fois, merci Johanna d'avoir passé ce moment avec nous. Je te laisse le mot de la fin. Je voudrais remercier des gens comme vous trois, quoi, qui consacrent de leur temps, voilà, à parler de bouquins et de nous, de nos mots. Je trouve ça absolument phénoménal. Moi, je veux dire, moi j'écris, je consacre pas de temps à côté pour d'autres personnes ou d'autres. Donc je trouve ça génialissime. Je trouve qu'on a en France beaucoup de passionnés et je suis émerveillée, voilà, de ce travail-là, des gens qui bloguent, qui parlent, qui consacrer ce temps. Je trouve ça génial et je trouve qu'on a beaucoup de chance, nous les auteurs, d'avoir ce soutien-là. C'est extraordinaire. Voilà. Donc merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et cette émission continuera justement ce vendredi en présence donc de Julia Brandon qui viendra nous présenter donc son livre Vita, hein, tout à l'heure Sonia nous le disait, la plus marseillaise de l'année, pour son ouvrage poignant qui explore une histoire d'amour et de rédemption mettant en lumière les liens indestructibles forgés dans l'ombre du désespoir. Voilà donc un livre à découvrir dès ce vendredi dans cette émission et ce sera déjà l'épisode 24. Chers amis. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Donc voilà, donc on a passé un très bon moment. Je rappelle, et on l'a vu tout à l'heure, que vous pouvez retrouver l'émission chaque mercredi et vendredi à 19h30. Vous flashez ce QR code, vous pouvez la voir en direct sur les dates que je viens de vous donner, mais également en rediffusion quand vous voulez. Voilà, c'est sur YouTube que ça se passe et sur Facebook. Merci encore à tous. Je réalise le tirage au sort tout de suite après l'émission et le gagnant sera contacté par tirage au sort. Par message privé, puisqu'effectivement, on l'a rajouté. Il est là, le livre, il est là. Il y aura donc la dédicace de Johanna dedans, puisque je la verrai au mois d'avril à Lyon. Donc, merci à tous. Comme nous dit Marie-Pierre, très belle émission. J'adore la spontanéité de Johanna. C'est sur ces mots-là qu'on se quitte. Merci à tous. Lisez des livres. Faites le tour du monde comme Johanna. Il y a tellement de choses à découvrir. Merci à tous et à vendredi. Ciao, ciao. À vendredi. À vendredi. Salut.